Salut, les fonctions LineTraceByProfile et MultiLineTraceByProfile vont nous permettre de tracer une ligne, comme le nom l'indique, dans notre univers 3D qui va partir d'un point A à un point B. Et le long de cette ligne, nos fonctions vont vérifier s'il y a collision avec un ou plusieurs acteurs. La première fonction ne retournera que la première collision rencontrée. Et la version suivante de Multiline nous retournera, elle, toutes les collisions qui auront été faites le long donc de cette ligne. Très important, nous voyons que c'est une fonction de tracé by profile, c'est-à-dire par profil. Effectivement, il y a un input ici que l'on va venir voir tout à l'heure où on peut renseigner un nom de profil. On va regarder tout de suite à quoi ça correspond et déjà, regardons dans l'exemple le rendu de tout ceci. Depuis cet acteur, à chaque image par seconde, donc à chaque frame, j'exécute ma fonction de LineTrace. En mode débugage, on voit bien la ligne qui part. Elle est rouge tant qu'il n'y a pas eu collision. Quand il y a collision, on a le petit carré rouge qui apparaît ici. Et après, notre vecteur change de couleur. Il passe à vert pour indiquer qu'il y a eu collision. Donc, il a fait le boulot. Et après, il va quand même jusque là où on lui a dit d'aller. Mais on voit que les collisions suivantes sont totalement ignorées. Ça, c'est parce que j'exécute cette première fonction de LineTrace. Si j'exécutais la multiline, j'aurais bien une collision qui s'afficherait sur chacun de mes acteurs. On le verra tout à l'heure donc. Ensuite, nous avons cette notion très importante ici donc de profil. Qu'est-ce que c'est qu'un profil? Alors un profil de collision, ça va être des informations que l'on va renseigner au niveau de notre tracé. C'est-à-dire que quand notre tracé va partir, il va faire quoi? Il va croiser chacun des acteurs et là, il va récupérer ces informations que nous lui passons dans le nom de profil. Quand on va dans les Project Settings, dans la colonne de gauche, nous avons ici dans la rubrique Engine le paramètre collision. Et on retrouve ici le preset justement, c'est-à-dire tous les profils qui sont renseignés dans Unreal par défaut. Quand on déplie, on a accès à tout cela. Et si je sélectionne par exemple le profil Ignore Only Pawn, en cliquant dessus, je vais retrouver mes informations ici. Et dans le cadre de notre fonction, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là, le type d'objet. On retrouve les 6 types d'objets que nous avons par défaut dans Unreal. Et pour chacun d'eux, on voit qu'on a 3 états. On peut ignorer, overlap ou block. Il va suffire de venir ici modifier ces valeurs. Dans ce cadre de OnlyPawn, qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand on va utiliser ce profil, on va bloquer, c'est-à-dire qu'il va y avoir collision avec les types d'objets World Static, avec les types d'objets World Dynamic, Physics Body et Destructible. Par contre, on ignore bien, comme le nom l'indique du profil, on ignore les pawns, c'est-à-dire que du coup, en utilisant ce profil, il n'y aura pas de collision avec les types d'objets pawn et avec les types d'objets véhicules, parce que le véhicule hérite tout simplement de la classe de pawn. Maintenant que l'on sait où se trouvent tous ces paramètres prédéfinis, c'est également là où on va pouvoir venir créer nos propres profils, donc vous donnez un nom et vous gérez toutes les collisions comme vous le souhaitez. Il va falloir tout simplement venir renseigner le nom de ce paramètre ici, le nom de ce profil, dans notre fonction. Et en faisant ceci, qu'est-ce que ça va faire en jeu? Eh bien, notre tracé, comme je vous le disais, il va venir ici. Il va rentrer en collision de base, sans gérer encore l'impact, mais il va dire « Ok, j'ai un acteur ici », et il va interroger cet acteur sur son type d'objet. C'est un élément qu'on a déjà vu dans nos fonctions de trace for object. Je vous invite à regarder ces tutos si vous ne les avez pas vus. Donc du coup, ça tape dans cet objet. Cet objet, on va vérifier son profil de collision. Dans la colonne de droite, en l'ayant sélectionné, on peut descendre, on peut déplier ici les collisions. Et nous avons ici, dans les collisions preset, justement, on peut déplier et avoir accès aux informations. Et ça va interroger ce paramètre-là, le type d'objet. Si le type d'objet en question fait partie des objets qui sont bloqués dans le profil en question, c'est-à-dire si c'est par exemple un world static, ça va le bloquer. Et c'est exactement le cas que nous avons. Dans mon exemple, je relance mon jeu. Dans cet exemple, donc, mon objet ici, c'est un world static. On le voit là, object type world static. Je passe en custom pour pouvoir le modifier à la volée. Si je le mets en world dynamic, j'ai toujours la collision. Si par contre, je le passe en pawn, il n'y a plus collision. C'est normal, puisqu'actuellement, dans mon exemple, j'ai renseigné comme profil celui qui ignore uniquement les pawns, en fait, ignore only pawn. Du coup, quand ça interroge, si cet objet en question est un pawn, ça le vient. On avait vu qu'il y avait les pawns et les véhicules. Vous voyez que c'est pareil, j'ai pris véhicule, c'est bien ignoré. Même chose, si je prends mon cube vert, par défaut, c'est un world static, son type d'objet. Si je viens sélectionner ici le pawn, même chose, du coup c'est zappé, ça passe à l'objet suivant. Je précise bien une chose aussi, c'est que c'est uniquement le type d'objet qui est pris en cas de collision, donc sur l'acteur concerné par la collision. C'est-à-dire que cet acteur, si je lui dis que c'est un pawn, et qu'ici, dans mes objets de réponse, je viens modifier le pawn, ça va strictement rien changer. C'est uniquement le type d'objet qui est pris en compte. Il ne faut pas confondre
le profil de collision que l'on va utiliser, où effectivement dans le profil de collision, on va prendre en compte ici en type d'objet ce avec quoi ça doit entrer en collision ou pas. Il ne faut pas le confondre avec les mêmes informations que nous avons quand nous sélectionnons ici un acteur sur notre niveau. C'est pas ça que ça prend en compte. C'est ce paramètre-là, le type d'objet qui est lié à cet objet, qui nous permet de dire à Unreal en cas de collision, comme nous avons ici avec notre fonction de trace, quand ça interroge cet objet sur son type, même si en l'occurrence c'est pas un pawn, un pawn on est censé pouvoir le contrôler en jeu ou il peut se déplacer tout seul, c'est pas le cas de mon cube qui est juste un static mesh, mais en cas de collision, on indique à Unreal comment il doit l'interpréter. Est-ce que c'est un physics body? Pareil, hein, il n'a pas de squelette, rien du tout, on ne peut pas activer de ragdoll ou quoi que ce soit, mais on peut dire que c'est un physics body. Donc voilà comment est-ce qu'il faut interpréter tout ceci. Maintenant que nous avons fait l'éclaircissement, on peut regarder précisément nos fonctions. Et vous allez voir, ça va être assez rapide. Tous les inputs ici sont exactement les mêmes dans le cadre de nos deux fonctions. Donc j'isole celle-ci et on regarde ce que nous avons. Premier paramètre, le start, ça va être le point de départ dans l'univers 3D, donc sur nos trois axes de notre segment. Et même chose pour la fin de notre segment. Du coup, ça va tirer une ligne, entre guillemets, du coup, entre ces deux points. Nous avons ensuite le nom de profil. Vous voyez que ce n'est pas une liste déroulante, il va falloir venir renseigner manuellement le nom du profil. Donc attention à ne pas faire de faute de frappe ou quoi que ce soit, sinon ça vous générera une erreur. Enfin, les profils, la collision ne sera pas respectée. Et comme je vous le disais, ces noms de profil, soit vous les retrouvez dans les project settings, soit vous pouvez les retrouver également dans le niveau en faisant défiler ici votre liste. Mais c'est vrai que l'avantage dans le project settings, c'est que vous ne changez pas du coup, en regardant ceci, la collision donc de vos acteurs par mégarde. Ensuite, nous avons le trace complexe qui va nous permettre, si on le coche, de retrouver des informations un petit peu plus précises quant à la collision, mais je vous ferai un tuto par rapport à ça, vous n'avez pas forcément besoin. L'acteur to ignore, on va pouvoir venir renseigner ici toute une série d'acteurs que l'on va vouloir ignorer dans notre niveau, c'est-à-dire que même si lors de la collision, l'acteur en question répond aux informations de blocage dans le profil, on peut quand même dire non, non, mais toi, on t'ignore. Exemple, hein, ce que j'avais ici, mon cube bleu fait partie des acteurs par rapport à son type d'objet qui entre en collision, mais je peux très bien spécifier, quand j'exécute cette fonction, ce cas-là, dire je crée un tableau, dans ce tableau, je mets plusieurs acteurs, dont le cube bleu, parce que même s'il correspond bien en termes de profil, lui, dans le cadre de l'exécution de cette fonction, je ne veux pas qu'il soit pris en compte. On va donc venir renseigner ces informations ici. Et après, les informations de débugage, où on peut ne pas afficher nos lignes vertes et rouges de debug, ou alors on peut les afficher le temps d'une frame, le temps de quelques secondes, on va venir renseigner la valeur ici, ou persistent, c'est-à-dire que tant que vous n'avez pas appuyé sur la touche échappe ou stop, vous aurez ces informations. Comme je vous le disais, c'est exactement pareil pour la version multiline. Donc je passe et je vous montre tout de suite l'exemple que j'ai fait. Sur un event tick, j'exécute ma fonction de LightTrace by profile et je vais renseigner ici en start mon getActorLocation du cube. Ça me permet de prendre le cube et de dire je prends sa location dans l'univers 3D, donc sa situation. Réellement, c'est ici le pivot qui va nous servir de point. Et je le mets ici en start, ça me permet donc de dire que mon tracé part d'ici. En position de fin, je récupère cette même situation dans l'univers 3D et je vais lui ajouter ici une distance de 1000 unités, donc de 1000 cm, dans la direction dans laquelle est tourné son axe des X. Je vous invite à regarder les vidéos sur ces deux fonctions sur ma chaîne si vous ne les connaissez pas. Ensuite, le nom de profil, je suis venu renseigner, comme je vous le disais, je suis venu ici. J'ai bien récupéré, bien fait attention à écrire correctement le nom de mon filtre, de mon preset, ignore only pawn, que je suis venu renseigner, hop là, dans ma fonction. Et après, j'ai laissé les valeurs par défaut, mis à part le débugage, où j'ai mis le temps d'une frame. Étant donné que je suis sur un event tick, ça me permet de l'avoir en permanence donc à l'écran. Maintenant qu'on a vu les inputs, comment ça fonctionne au niveau output, nous avons ces informations-là. J'écarte un petit peu tout ceci, on va le voir dans un instant. Donc nous avons le return value qui nous permet de dire si oui ou non il y a eu impact. Donc ça, on peut l'exploiter avec un branch. S'il y a eu un impact, donc une collision, alors je fais quelque chose. Et s'il n'y en a pas eu, je fais autre chose. Et le outIt qui va me permettre d'accéder, s'il y a eu collision, à la structure contenant toutes les variables liées à la collision. Pour accéder à ceci, on place un node qui est un break et ça nous permet d'accéder donc à toutes ces valeurs. Nous retrouvons toute une série de variables qui vont nous permettre de pouvoir faire ce que l'on veut dans le script par rapport notamment au point, au location donc de l'impact dans l'univers 3D. Si vous voulez faire spawn un son spatialisé, vraiment jouer à cet endroit dans le monde. Si vous voulez afficher un décal par exemple, vous allez utiliser ces infos.
On peut récupérer ici l'acteur qui a été touché pour pouvoir faire ce que l'on souhaite avec. Donc nous avons toute une série d'informations. Je vous invite à regarder la vidéo sur ma chaîne liée au break it result où je vous dis précisément point par point ce que nous retourne cette fonction. Ça va être à vous, au niveau de votre script, à utiliser ces informations pour faire quelque chose de précis. C'est-à-dire qu'on a eu un impact et par rapport à cet impact, qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je veux supprimer l'acteur que nous venons de toucher? Est-ce que je veux le prendre dans mes mains pour pouvoir le déplacer? Est-ce que je veux lui appliquer quelque chose, jouer un son? Comme je vous le dis, c'est vous qui allez faire après ce que vous souhaitez. Donc moi, mon exemple, j'avais fait ceci. Je relis mes valeurs. Voilà. Donc ce que je fais, c'est que je vérifie s'il y a collision. S'il n'y a pas collision, avec ma petite fonction custom, je vide le texte qu'il y a dans mon interface utilisateur. Et s'il y a collision, je récupère ces informations et je viens chercher ici le hit actor, donc l'acteur que l'on a touché, et je récupère son display name, c'est-à-dire son nom tout simplement dans l'univers, je l'affiche dans mon interface utilisateur. Ça me permettra en bas à gauche d'afficher ces informations. On regarde tout de suite ce que ça donne, j'appuie sur play. En bas à gauche, nous avons bien cube bleu 2 qui apparaît, donc c'est le nom de cet acteur. Si je le déplace, ça passe à cube vert. Si je le déplace, on a le cube bleu 3, donc on voit bien, hein, à chaque fois, on récupère le nom de l'acteur en question et on peut faire ce que l'on souhaite avec. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple. Une fois qu'on a fait ça, on a vu le très gros en fait de nos fonctions. On va juste passer sur la version multi que j'ai mis, je crois, juste en dessous. Voilà. Au niveau des inputs, c'est exactement la même chose. Donc, je ne vais pas vous faire le retopo, hein, point de départ, point de fin, le nom de notre profil. Et on va voir maintenant comment ça nous retourne les informations, sachant que nous avons du coup plusieurs collisions possibles. Tout d'abord, étant donné que maintenant c'est cette fonction-là que j'exécute, la multi, on va regarder en jeu ce que ça nous donne. À ce stade, nous avons donc la collision qui se fait bien sur notre premier objet, qui est de type world static, donc on est bon. Je sélectionne l'objet suivant, on est toujours en world static, par contre on voit quoi? On voit que la collision elle est gérée uniquement ici sur le premier. Pourquoi? Tout simplement parce que dans notre profil ici, actuellement j'utilise le ignore only pawn, on voit que le pawn, ça l'ignore, donc ça on est bon, et tous les autres ça les bloque, mais c'est ça le problème, c'est que ça les bloque. Et comme ça les bloque, eh bien notre ligne elle arrive ici, elle rentre en collision. Est-ce que tu as un pawn? Non. Ah bah super, on a collision. Est-ce que tu me bloques ou est-ce que tu me laisses passer? C'est la différence entre le bloc et l'overlap. Et lui, actuellement, il est sur bloc. Bon, bah, hop, on arrête ici. Si par contre, je modifie ma collision et qu'ici, je viens de dire que mes world dynamic, je fais un overlap dessus, je fais la mise à jour, je relance mon script. Hop. Je viens sélectionner mon cube. Je passe en custom pour pouvoir modifier son type d'objet et je le passe en dynamique. Et cette fois-ci, vous voyez que la collision est bien prise en compte. Cette fois-ci, on a un carré vert qui nous indique qu'on a une collision. Par contre, il y a un overlap, donc on peut continuer le travail, voir s'il y a encore des collisions derrière. Ça passe à l'acteur suivant. Salut, quel est ton type? Je suis en world static. Parfait, t'es pas en pawn, du coup, il y a bien collision. Par contre, les world static, dans notre profil ici, on l'a vu il y a un instant, là, si on peut cliquer, on l'a vu dans un instant, ça le bloque. Du coup, à ce stade, ça ne laisse pas passer le flux, donc ça ne va pas aller plus loin. Si je change le profil de mon objet pour le mettre en world dynamic, eh bien, il y a bien un overlap qui se fait, carré vert, ça passe à l'objet suivant, on a un carré rouge, ça prend bien la collision en compte, et ainsi de suite. Si mon cube vert ici, je l'ignore, ben, je vais tout simplement changer son type d'objet en pawn. Vous voyez qu'on a bien la première collision. L'objet suivant, salut, quel est ton type? Je suis en pawn. Ok, tu m'intéresses pas, je t'ignore. Ça traverse cet objet quand même. Et ça passe à l'objet suivant. Salut, quel est ton type? Tu es de type world static. Ok, avec toi, il y a collision. Clac, on le prend. On voit que le carré rouge indique que c'est la fin, parce qu'effectivement, c'est un type d'objet world static. Si je passe en dynamic, étant donné qu'on a modifié notre profil, ça overlap et donc ça continue son chemin. Vous voyez en bas à gauche, hein, je retourne le nombre d'objets avec lesquels nous sommes actuellement en collision. Et c'est justement ce qu'on va voir maintenant. Par contre, je vais vite remodifier mon profil pour ne pas avoir des erreurs par la suite. Et je reviens donc sur notre fonction. Comment est-ce qu'on va, travailler sur nos informations? Vous voyez qu'ici, cette fois-ci, le outIt, c'est un tableau. C'est-à-dire que nous avons ces petits carrés qui indiquent que nous avons plusieurs enregistrements possibles. Contrairement à notre fonction du dessus, où on avait le petit cercle qui nous indique que nous avons une valeur unique. En valeur unique, on pouvait directement accéder aux informations liées à la collision. Quand nous avons une structure comme ça, enfin une structure,
un tableau plutôt, on va pouvoir travailler sur chacune de ces collisions, mais en plaçant un petit node avant. On va le voir dans un instant. Moi, dans mon exemple, ce que je faisais, c'est que depuis ici, mon tableau, j'utilisais la fonction de length, donc GTH, qui va nous retourner la longueur du tableau, autrement dit le nombre d'éléments. Si j'ai 3 collisions, ça va me retourner 3. Si j'en ai 0, ça retournera 0. Si j'en ai une, ça me retournera 1. Et c'est ce que j'ai affiché dans mon interface utilisateur en bas à gauche. C'est pour ça que j'ai le 1 qui s'affiche actuellement, parce que j'ai une collision. On peut bien évidemment exploiter ceci différemment, notamment en utilisant par exemple un for each loop qui va nous permettre, via cette macro, de pouvoir récupérer une à une chacune des collisions. Vous voyez que depuis ce ArrayLM maintenant, on peut placer notre break it result, ce qu'on a fait au-dessus, et qui nous permet de récupérer toutes les informations de collision. Et cette fois-ci, on va les récupérer une à une. C'est-à-dire que si je prends un simple print string, par exemple, je vais pouvoir récupérer le nom de mon acteur et l'afficher ici sur mon écran. Qu'est-ce que va faire cette fonction si on a par exemple 3 collisions? Dès que c'est exécuté, ça va récupérer la première collision dans le sens dans lequel ça l'a enregistré. Donc ça va prendre la collision avec ce cube bleu, ça va récupérer le nom du cube bleu, l'afficher à l'écran et instantanément, ça va tout de suite revenir ici dans le for each et passer à l'enregistrement suivant, c'est-à-dire à la collision suivante. Si j'ai une collision avec le vert, ça va tout de suite récupérer les infos à nouveau de collision, cette fois-ci avec le cube vert, récupérer le nom de l'objet du cube vert, l'envoyer à l'écran. Et ainsi de suite, ça va automatiquement venir ensuite sur la collision suivante, s'il y en a 3, récupérer les infos, etc. Donc le fonctionnement est exactement le même, si ce n'est qu'ici, via par exemple un for each loop, on va pouvoir travailler sur plusieurs collisions. Voilà tout ce qu'il fallait savoir sur ces deux fonctions, donc de line trace by profile et multi-line trace by profile. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires si jamais vous en avez. Bon courage!